Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des batailles des tranchées durant la Seconde Guerre mondiale avec les exemples, par exemple, des batailles de Verdun et de la Somme. Alors pour commencer cette leçon, moi je montre normalement un extrait du film À l'Ouest rien de nouveau. Là je peux pas le montrer pour des questions de droit d'auteur, donc n'hésitez pas à essayer de regarder un extrait de ce film avec le lien par exemple en dessous qu'il faut reconstituer, qu'il faut retaper dans votre barre de recherche. Pour ceux qui ne peuvent pas voir la vidéo, dans l'extrait que je montre, on voit des soldats allemands, donc on les reconnaît parce qu'ils ont un casque à pointe, qui sont en train donc de manger très rapidement un peu de pain que leur a apporté donc un soldat, parce que ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas été ravitaillés. Ils sont dans un abri avec énormément de bruit de bombardement, d'obus. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'il vient une accalmie, sonne donc en fait une alerte pour dire que c'est désormais à eux d'aller attaquer. Ou en tout cas, plutôt dire que c'est eux qui vont être attaqués, donc il faut effectivement se mobiliser. C'était effectivement en fait simplement les soldats français qu'on connaît ici parce qu'il n'y a pas de pointe sur leur casque, qui sont en train d'attaquer leur position. Pour les repousser, on va lancer énormément de tirs d'obus qui font des grandes explosions. Donc si on est en dessous, forcément, on a de grandes chances de mourir. Pour ceux qui se rapprochent davantage, on essaie de les repousser avec des tirs de mitraillettes. Et pour ceux qui arrivent encore, effectivement, donc à survivre à cette position et à arriver jusqu'à la tranchée où les soldats allemands, avec leur casque à pointe, sont positionnés, et ben là, désormais, ce sont des attaques avec, soit s'ils ont encore des munitions, leur tir de fusil, soit éventuellement, tout simplement avec la baïonnette, c'est-à-dire la pointe de type d'épée, en fait, qui est fixée au bout de leur fusil. Ce qui se passe, c'est que ce film, Un West Orient Nouveau, qui date donc de 1930, il est adapté lui-même d'un roman allemand qui a été écrit par Éric Maria Remarque en 1929. Et ce n'est pas le seul qui, en tant qu'ancien soldat qui a vécu la Première Guerre mondiale, a raconté donc la bataille des tranchées. Par exemple, le français Henri Barbus a fait de même de retour de guerre avec le feu, qui a donc lui aussi repris le fonctionnement donc de la bataille des tranchées et qui a reçu le prix concours. Moi, je vais plutôt m'intéresser ici donc en fait à l'Ouest, rien de nouveau, parce que je l'utiliserai après aussi dans un autre chapitre. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que ce roman en fait va raconter l'histoire de Paul Baumer, autrement dit, c'est donc en fait un lycéen allemand qui va écouter son professeur en classe qui dit en fait à chaque fois la guerre, c'est pour donc défendre la patrie allemande, engagez-vous. Tous ses camarades vont le faire, ils vont très rapidement le regretter en fait, hein, parce que les conditions de combat sont horribles, on l'a vu, je vais pas rédécrire les images là, à tel point que ça fait énormément de morts, hein, ils vont tous y passer concrètement. Ça décrit en fait simplement l'horreur et l'absurdité de la guerre au bout d'un moment. Et donc justement, dans cette guerre, les gens vont mourir en masse, que ce soit par des tirs de fusil, des tirs donc de mitraillettes, des tirs d'obus, de grenades, etc., etc. Ça va raconter aussi les dures conditions de vie des soldats, avec notamment, par exemple, les rats qui, effectivement, pour le coup, sont très nombreux, à tel point qu'on n'hésite pas éventuellement pour certains à fabriquer des cages en métal grillagées pour justement se protéger contre d'éventuels rats qui auraient tendance à vouloir vous grignoter les doigts. Et puis effectivement donc là ça parle aussi des souffrances liées donc aussi au pouls, au froid, à la faim, puis à la peur de mourir de manière générale, hein, qui est omniprésente sur le front. Beaucoup sont traumatisés, beaucoup vont être victimes de stress post-traumatique. Pourquoi donc en fait a eu lieu ces batailles des tranchées? En fait, en 1914, l'Europe elle est divisée en deux grands systèmes d'alliances militaires. D'un côté, vous avez la Triple Entente en bleu sur la carte, donc il y aurait la France, le Royaume-Uni et l'Empire de Russie, avec quelques alliés comme notamment la Serbie, on en parlera un petit peu après. De l'autre côté, nous avons l'autre grand système d'alliance qui est la Triple Alliance en orange, qui rassemble l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie, avec aussi des pays alliés comme l'Empire ottoman et la Bulgarie notamment. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en 1914, l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui essaie donc d'augmenter son territoire et a déjà donc en fait annexé la Bosnie-Herzégovine, eh bien, elle va connaître un attentat. En effet, l'archiduc François Ferdinand, que vous avez représenté ici, qui est donc l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie, va faire une visite à Sarajevo, en Bosnie, qui avait été donc récemment conquise.
Et pour le coup, il va mourir lors d'un assassinat réalisé par un nationaliste serbe qui s'appelle Princip, représenté ici par un coup de revolver. Et ça, donc, ça se fait le 28 juin 1914. Cet assassinat de l'héritier du trône d'Empire d'Autriche-Hongrie, ça va forcément créer un énorme problème diplomatique entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. La Serbie, elle réclame, pardon, l'Empire d'Autriche-Hongrie, elle réclame à la Serbie de donner, de livrer tous les complotistes qui ont participé à l'attentat. Bien sûr, la Serbie refuse. Résultat, c'est la déclaration de guerre, hein. L'Empire d'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. C'est aussi une excuse pour envahir un nouveau territoire à s'agrandir, hein. Mais comme la Serbie est alliée à la Russie, la Russie, effectivement, dans ce cas, donc, va intervenir pour dire à l'Autriche-Hongrie, vous ne pouvez pas. Donc, ça devient rapidement une déclaration de guerre mutuelle entre l'Empire russe et l'Empire d'Autriche-Hongrie. Comme l'Empire allemand est allié à l'Empire d'Autriche-Hongrie, eh bien l'Empire allemand va déclarer la guerre à l'Empire russe. Comme le Royaume-Uni et la France sont alliés à la Russie, pour le coup, ces deux pays vont déclarer la guerre à l'Allemagne, qui le fait bien en retour. Donc en fait, c'est vraiment un assassinat qui va provoquer un emballement du système d'alliance en fait entre les pays de l'entente, violet ici, et les empires centraux, donc la Triple Alliance en orange. Cette guerre, elle est d'abord européenne, hein, les fronts vont se fixer notamment dans le nord de la France, mais aussi en Russie, en Grèce et en Serbie, et dans l'Empire ottoman. Mais on parle bien de Première Guerre mondiale. C'est parce que justement, en fait, c'est une guerre mondiale. Pour deux raisons. La première, c'est que déjà, les puissances européennes qui ont des colonies vont faire venir aussi donc des soldats qui viennent de leurs colonies. Donc, par exemple, pour la France, elle va faire venir donc des soldats qui viennent d'Afrique noire ou d'Indochine. On va parler de manière générale de tirailleurs sénégalais. Alors, ils venaient pas tous du Sénégal, hein, mais c'était devenu le terme générique pour parler de tous ces soldats venant des colonies qui viennent se battre aussi en France aux côtés des soldats métropolitains. Il faut savoir que donc le Royaume-Uni, par exemple, a fait exactement la même chose, hein. Ils ont fait venir aussi leurs propres colonisés. Et puis, effectivement, on parle aussi de guerre mondiale, tout simplement parce qu'en fait, la guerre va se faire aussi, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, donc en Asie, dans l'Empire ottoman, mais aussi, par exemple, dans le Pacifique et dans les colonies allemandes qui vont être envahies par la Chine et le Japon. Il va y avoir aussi donc les guerres dans les colonies en Afrique, où là, pour le coup, les colonies allemandes vont se battre contre les colonies françaises et britanniques. Et puis, il va y avoir aussi la guerre en mer, hein, donc, pour le coup, c'est vraiment mondial. En Europe, c'est là qu'on va quand même se concentrer. La guerre, elle commence d'abord par la guerre de mouvement. Une guerre de mouvement, c'est quoi? C'est en fait donc les soldats qui font de grandes offensives. En fait, ils se déplacent énormément pour attaquer l'ennemi et conquérir des territoires. Le problème, c'est que l'équilibre des forces entre donc les deux camps, donc par exemple sur le front occidental, entre les Français et les Britanniques d'un côté et les Allemands de l'autre, fait que très rapidement, on va transformer cette guerre de mouvement en guerre des tranchées, qu'on peut appeler aussi guerre de position. C'est-à-dire que les soldats vont creuser des tranchées pour pouvoir s'abriter contre les tirs ennemis. Et ça veut dire que là, désormais, le but, c'est d'éviter de perdre sa tranchée et d'essayer de conquérir l'autre. Ça va durer donc de fin 1914 à début 1918, sachant que parmi ces guerres des tranchées, les batailles les plus célèbres, parce qu'elles ont fait parmi les plus de morts, ce sera donc justement la bataille de Verdun, mais aussi la bataille de la Somme en 1916. Donc la bataille de Verdun qui se trouve ici, la bataille de la Somme ici, donc c'est à chaque fois sur donc le front occidental, sur le territoire du nord de la France. Comment ça se passe exactement? En fait, chaque armée se cache dans des tranchées. Donc, on voit ici sur cette photographie la tranchée allemande, ici la tranchée française, et on voit donc des trous un peu partout. Ce sont des trous de tirs d'obus qui ont explosé. L'objectif, c'est à chaque fois donc en fait de sortir de la tranchée où on est relativement à l'abri pour attaquer la tranchée adverse de l'autre côté. Elles sont relativement rapprochées, mais c'est extrêmement dangereux de passer parce que justement, déjà, les tranchées sont protégées par des barbelés, et puis donc bien sûr, il y a des mitrailleuses pour empêcher les gens d'approcher trop près, et puis de toute façon aussi des tirs d'obus, à partir donc de tirs de mortier, donc, pour justement empêcher les gens de traverser cette zone qu'on appelle le no man's land. Au pire, les gens se protègent dans des abris souterrains pour effectivement éviter les tirs d'obus beaucoup trop importants.
Quoi qu'il en soit, ces tirs d'obus sont extrêmement meurtriers et destructeurs. Là, par exemple, en quelques jours, on voit que sur une ligne de front, vous avez d'abord une ferme française ici, qui va rapidement disparaître sous les tirs d'obus. Là, quand on le voit, là, on ne voit plus que les cratères de tirs d'obus. Si jamais c'est une ville qui se retrouve sur la ligne de front, bah, la ville, elle est rapidement détruite hein, sous les bombardements. C'est le cas là, par exemple, de la ville de Lens en France, hein, là, avant la bataille des tranchées, et là, bah, après la guerre. Ces batailles, elles sont extrêmement meurtrières. Par exemple, la bataille de Verdun, qui a lieu donc entre février et décembre 1916 et qui oppose des soldats français contre des soldats allemands, elle va faire 300 000 morts et 400 000 blessés. Quand je dis 300 000 morts, hein, c'est aussi bien des Français que des Allemands, sur l'ensemble. Pour la bataille de la Somme, qui se trouve ici, là encore dans le nord de la France, qui a lieu entre juillet et novembre 1916, elle va opposer les soldats français et britanniques qui vont se battre contre les Allemands. Il va y avoir en tout 440 000 morts et 610 000 blessés. Ça fait en tout donc quand même 1 million de victimes, là quand on voit ici. On parle beaucoup des morts, mais quand on parle des blessés, fait, pour le coup, ça va beaucoup effectivement choquer les gens, parce que là, si jamais on reçoit un obus, ça peut vous arracher un membre. Donc là, par exemple, on peut perdre un bras, on peut perdre une jambe, donc il faut absolument l'amputer pour vous sauver la vie. Donc là, on a déjà des invalides de guerre. Les éclats d'obus peuvent aussi vous arracher une partie du visage. Là, on va parler des gueules cassées. Donc là, par exemple, ça a arraché un œil, ça a arraché un nez. Ici, ça a arraché une partie de la mâchoire. C'est comme ça qu'on a inventé la chirurgie esthétique à cette époque-là pour essayer donc justement de réparer les visages. Donc là, par exemple, cette personne qui a perdu son arcade sourcilière, on va donc en fait essayer de la combler par chirurgie esthétique pour simuler un visage donc complet. Là, pareil, pour cette personne qui a perdu son nez et un œil, et même une partie de sa lèvre supérieure, on reconstitue par morceaux et des œils de verre, les parties manquantes, pour essayer de reconstituer au mieux un visage entier. Mais les traumatismes restent bien évidemment, et les familles qui revoient leurs membres, qui reviennent du front, c'est très compliqué, ça fait peur, très clairement. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur l'exemple de la bataille de Verdun et comment elle illustre la violence de masse contre les militaires durant la Première Guerre mondiale. On rappelle que la violence de masse est une violence déployée par un État ou une armée qui vise à tuer ou à faire souffrir un grand nombre de personnes. Vous avez la définition ici. Eh bien, vous allez essayer de répondre à ces 7 questions-réponses. Vous allez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à ces questions à l'aide de la carte mentale avec le ou, quand, qui, cause, mon, conséquence. Quand vous avez fini, relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Donc là, on estime que vous avez terminé vos questions, vous voulez voir la correction. Eh bien, la voici. J'espère que vous avez les bonnes réponses. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas pour le coup à les corriger avant de terminer la vidéo. Je vous dis au revoir.